Bonjour à vous et bienvenue dans le 188e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail du cas David Zimmerman, le nouvel album de Luca Harari qu'il co-signe ici au scénario avec son frère Arthur Harari, un titre passionnant édité chez Sarbacane. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Les Fleurs du Mal, titre du 2e tome de la série Crénon-Baudelaire, adaptation du roman de Jean Telet par Tino et Dominique Gély, une série prévue en 3 parties éditée chez Futuropolis. Je parlerai ensuite de l'album Minuit passé que l'on doit à la talentueuse Gaëlle Génier, un titre vraiment envoûtant sorti chez Delcourt dans la collection Mirage. J'aborderai ensuite la sortie de Lawmen of the West, un titre qui met en avant des hommes de loi dans une série qui compte maintenant 4 albums et qui est édité par Grand Angle, un album choral où se suivent les histoires mises en scénario par Tiburce Sauger et une pléiade de dessinateurs. Il sera temps ensuite de vous parler d'Ava, sous-titré 48 heures dans la vie d'Ava Gardner, un titre qui revient sur l'actrice américaine que nous devons au scénario d'Emilio Ruiz, au dessin d'Anna Miralles et le tout est édité chez Dargaud. Je vous présenterai aussi le nouvel album du très talentueux Enzyme, une bande dessinée intitulée Grand Petit Homme que j'ai adoré découvrir et qui est édité chez Glénat dans la collection Millefeuille. Enfin, je terminerai par la sortie du 16e tome de l'intégrale Lucky Luke qui, comme toujours, présente 3 histoires du cow-boy solitaire ainsi qu'un commentaire sur les 3 tomes en question, un album édité dans la collection Patrimoine des éditions Dupuis pour des histoires signées René Goscinny au scénario et Maurice au dessin, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez aussi vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. C'est d'un très joli bébé dont je vais vous parler aujourd'hui, un titre qui dépasse les 350 pages et dont la couverture verte, sur laquelle se dessine la silhouette noire d'une femme de profil, ne manque pas de passer inaperçu en librairie depuis sa sortie. Enfin, parce qu'il a, excusez du peu, gagné un Oscar récemment en co-signant le scénario du film Anatomie d'une chute, l'un des 2 auteurs de cet album, qu'il co-signe cette fois avec son frère, ne passe pas non plus inaperçu. Lui, c'est Arthur Harari qui s'est attaqué au scénario en compagnie de son frère Luca dans un ping-pong verbal au cours de nombreuses rencontres, un ping-pong qui s'est concrétisé depuis novembre dernier par la sortie de cette impressionnante bande dessinée baptisée Le cas David Zimmerman. Si vous me suivez régulièrement, vous savez certainement toute l'admiration que j'ai pour Luca Harari, lui dont j'avais présenté le titre précédent, La dernière rose de l'été, lui dont j'aime toujours autant ce graphisme géométrique et propre, ainsi que des histoires où une touche de fantastique vient se mêler au quotidien banal de ses personnages. C'est encore cette recette qu'il insuffle ici dans le cas David Zimmerman, une histoire surprenante qui nous entraîne sur plusieurs terrains et qui fait du changement d'identité son point de départ. En effet, ici nous allons donc suivre David Zimmerman, celui-là même qui donne son nom à l'album, un jeune homme qui vient de connaître une rupture amoureuse et qui semble au plus mal quand son ami Harry fait une entrée surprenante chez lui.
Harry est venu pour essayer de faire sortir David de son domicile, car en se réveillant de la Saint-Sylvestre, hors de question pour lui de laisser son camarade se morfondre seul, d'autant qu'une grande fête se donne dans un grand appartement de la capitale parisienne. C'est comme cela que David se trouve embarqué bien malgré lui dans cette soirée, une soirée à laquelle participe aussi Alice, cette ex qui vient tout juste de le laisser tomber et le laisser dans cet état pitoyable. Mais durant la soirée en question, il remarque aussi une mystérieuse jeune femme, une brune, coupée mi-long, au regard troublant et envoûtant, une jeune femme qu'il avait prise en photo, c'est son métier, lors d'un mariage quelques mois plus tôt. Est-ce parce qu'il a pris cette pilule rouge que lui a tendue son ami Harry, ou est-ce le regard mystérieux et attirant de cette jeune femme qui va provoquer cela? Toujours est-il que les deux vont rapidement s'isoler et coucher ensemble, acte qui marque le début véritable de cette histoire. Nous sommes alors à la page 33. Si vous ne connaissez pas ce qu'est le body swap, nous sommes exactement dans une histoire qui met en place ce procédé que le cinéma a maintes fois utilisé, celui qui veut que deux individus aient échangé leur corps de manière très mystérieuse. Ainsi, le lendemain, David va se retrouver dans le corps de Rachel, cette femme avec qui il a fait l'amour, quand de son côté Rachel a disparu, ce qui va donner lieu au commencement d'une véritable enquête pour la retrouver et comprendre ce qui s'est passé. Toute l'histoire va donc tourner autour de cette recherche, d'abord de la personne avec qui il a échangé son corps, puis des autres cas qui sont concernés par ce changement d'identité, tout cela sur fond de vie qu'il faut réapprendre en étant un autre. À l'enquête que vont mener David et Rachel va aussi se succéder un véritable questionnement sur sa propre identité et sur ce qu'engendre le fait de passer chez le sexe opposé, identité qui peut aussi se bâtir sur la religion en plus du sexe. Bref, le cas David Zimmerman est un album qui ouvre plusieurs petites histoires en une, avec le dessin toujours aussi net et gracieux d'un Luca Harari qui utilise ici un camailleux de bleu tirant sur le violet, entrecoupé d'un rouge pâle tirant sur le rose, pour nous montrer tout cela. Ces planches qui font la part belle parfois à une double page et à d'autres moments à une multiplication des cases sont vraiment de toute beauté et participent grandement au plaisir que j'ai eu à me plonger dans cette histoire. Le cas David Zimmerman est un titre qui, comme les précédents, est publié chez Sarbacane. Arrivé en librairie le 13 novembre dernier, il fait partie de ces lectures atypiques et incontournables de cette fin d'année, d'autant que, comme souvent chez Sarbacane, l'objet livre est en lui-même déjà très soigné. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Commençons cette revue des sorties avec le deuxième tome d'une série prévue en 3, une adaptation particulièrement passionnante du roman de Jean Telet, Crénon Baudelaire, que l'on doit au duo Dominique et Tino Gély. Si vous vous souvenez bien, j'avais consacré la première partie d'un épisode à cette adaptation qui revient sur l'un des auteurs français les plus lus et étudiés à l'école, mais dont on ignore parfois quelle fut sa véritable existence. Avec toute la verve qu'on lui connaissait et cette qualité de raconteur d'histoire, Jean Telet s'était proposé de faire revivre le poète français et cette biographie très enlevée avait trouvé un prolongement en bande dessinée. Dans ce deuxième tome, baptisé Les Fleurs du Mal, il est question de retrouver Charles Baudelaire au moment où la sortie de son recueil de poèmes s'annonce, même si sa finalisation ne se fera pas sans mal. Avec le caractère et le tempérament qu'on lui connaît, le dandy parisien continue de traîner son look baroque et ses différentes excentricités dans une capitale que retranscrit très bien le dessin de Dominique Gély, qui nous fait suivre au plus près ce véritable personnage romanesque. Alors qu'il tente de se détacher de celle qui partage son quotidien, sa muse de toujours, Jeanne Duval, il cherche l'inspiration pour finaliser un ouvrage qu'il présente comme un véritable coup de poing dont les générations futures se souviendront, et il avait entièrement raison. Mais que ce soit son éditeur Poulet-Malassis, que Baudelaire rebaptise Coco Malperché, ou l'imprimeur qui reçoit à n'en plus finir les corrections du poète, toutes et tous doivent composer avec ce jeune homme qui ne cesse de taper sur le système des différents protagonistes.
En tant que lecteur de cette adaptation, tantôt on s'amuse et tantôt on est choqué du comportement d'un Baudelaire dont l'objectif est justement de laisser une empreinte, y compris auprès d'Apollonie Sabatier qu'il tente de courtiser en secret. Au milieu de l'histoire se déploient des grandes pages ou doubles pages où la poésie de Baudelaire s'affiche au sein de dessins extatiques d'un Tino Gelli qui colle parfaitement bien au texte du poète. Au final, nous avons là une biographie pour le moins originale d'un auteur qui ne l'était pas moins, un ouvrage que j'ai adoré découvrir sur un poète que j'aime tout autant et que je lis toujours avec le même plaisir. Le deuxième tome de Crénon Baudelaire est disponible depuis le 6 novembre dernier aux éditions Futuropolis, un nouvel épisode captivant pour une courte série dont j'ai hâte maintenant de tenir entre les mains la troisième et dernière partie. C'est dans une histoire très étrange, avec une véritable atmosphère dans laquelle nous entraîne la talentueuse Gaëlle Génier avec son nouvel album baptisé Minuit passé. Entre le sombre et la couleur, entre le jour et la nuit, la couverture résume à elle seule les ambiances que sait mettre en place l'autrice, des ambiances qui participent grandement au plaisir de cette lecture qui nous happe complètement. Au centre du récit, on retrouve un certain Guerlain. Ce dernier est venu s'installer dans le grand manoir familial qu'il a habité avec ses sœurs étant plus jeunes, mais dont il avait presque oublié l'existence en grandissant. C'est avec son fils Nice et son épouse, grande absente de cet album, sinon au téléphone, qu'il a décidé de réinvestir cette grande bâtisse aussi accueillante qu'inquiétante, comme on le découvre au fil des pages qui se tournent. Car c'est là tout le jeu que met en place l'autrice avec le lecteur, faire monter le suspense autour des mystères qui planent dans cette maison, une étrangeté que ressentent à la fois Guerlain et son fils, mais de façon bien différente. Car si Nice ne semble pas inquiet par cette présence qui semble habiter les lieux, il n'en est pas de même pour le père qui passe ses nuits blanches à arpenter le manoir afin de comprendre le mystère qui réside au sein de ce lieu. Nous entraînant dans un huis clos qui fait autant s'interroger les personnages que le lecteur, Gaëlle Génier met en place, avec beaucoup de talent ici, une histoire que l'on n'a pas envie de lâcher tant que l'on n'en est pas arrivé à la dernière page. Elle fait d'ailleurs un très gros travail en ce qui concerne la partie dessin, comme on le découvre en fin d'album, à la fois pour nous plonger dans une époque au sein d'une famille atypique, mais aussi pour créer une véritable atmosphère qui, tour à tour, peut être rassurante ou inquiétante. Comme sur l'album Le Jardin Paris, son trait se veut tout en élégance et l'objet livre lui-même rend parfaitement hommage à ce travail avec ce titre en lettres d'or qui ressort sur la face avant et cet effet marbre vert sur les tranches de l'album. Vous aurez compris que j'ai été charmé et captivé par cette histoire dont je me garderai bien de trop en dire car elle repose avant tout sur une ambiance dans laquelle on plonge assez rapidement dans la lecture. Sorti le 30 octobre dernier en librairie dans la collection Mirage des éditions Delcourt, Minuit passé fait partie de ces bonnes surprises de cette fin d'année que je recommande chaudement. C'est en Amérique que je vous entraîne maintenant pour retrouver déjà le 4e volume de cette saga qui avait démarré avec Go West Young Men et qui est de retour en librairie avec Lawmen of the West. C'est donc toujours l'Ouest américain, terre propice à de grandes aventures popularisées par le western, que Tiburce Auger et toute sa bande nous entraînent une fois encore dans cette 4e itération. Comme toujours, en amont, Tiburce Auger, au scénario des 14 courtes histoires ici, s'est très largement documenté sur le sujet qu'il aborde pour nous livrer des histoires aussi véridiques que passionnantes. Dans le nouveau venu, ce sont donc les hommes de loi qui sont mis en avant, qu'ils soient marshal, shérif, Texas Rangers ou encore chasseurs de primes, on les suit d'une histoire à l'autre avec la même gourmandise que l'on pourrait avoir en plongeant sa main dans un sachet de bonbons. Comme à chaque fois, c'est le dessinateur Pierre Gastine qui ouvre et referme les réjouissances avec un duo de voleurs qui arpentent le désert de l'Utah et qui va refroidir un journaliste qui a dans ses affaires incarné qui recense les histoires dont nous allons être les lecteurs. Au crayon, nous retrouvons d'ailleurs de vieilles connaissances que l'on redécouvre avec plaisir, des spécialistes du western en bande dessinée dont les styles qui s'alternent en mettent plein les yeux comme à chaque fois.
De Dimitri Armand, en passant par Laurent Astier, Dominique Bertaille ou encore Ronan Toulois, qui ouvre véritablement le bal avec l'histoire des Minutemen, c'est un vrai bonheur de se plonger dans ces récits de 6 à 8 pages qui sentent la poudre et la poussière. Avec un dessin précis et fouillé, accompagné d'une mise en couleur un peu rétro, Laurent Astier nous parle de celle qui se fait appeler Elisabeth Chéry, dont la beauté et la détermination apparente va réserver bien des surprises aux lecteurs, et pas seulement à eux. Sous les crayons de Richard Guérinaud, on découvre Andy et celui qui se fait appeler le Commodore, Perry Owens, deux amis dont les destins vont s'éloigner puisque l'un va devenir truand et l'autre shérif jusqu'à leur sanglante retrouvaille. Avec le juge qui pend, Laurent Hirn nous raconte le destin du juge Parker qui envoya à la potence ceux qui ne respectaient pas les lois, un juge qui inspirait la crainte et le respect, dont le bourreau George Maldon apparaît aussi dans l'histoire suivante, signée Corentin Rouge. C'est toujours un plaisir de se plonger dans cette série que publient les éditions Grand Angle, et si vous trouvez qu'elle manque de grandes figures féminines, ça tombe bien. Le tome 5 leur fera la part belle, et normalement ce seront aussi des femmes que l'on retrouvera au crayon. Toujours en Amérique, mais cette fois-ci nous descendons au Brésil pour nous y rendre en compagnie de la grande actrice Ava Gardner, dont on va suivre 48 heures de sa vie à l'occasion d'une tournée pour promouvoir son dernier film, La Comtesse aux pieds nus. Au moment où la belle américaine se dirige en avion vers Rio de Janeiro, le Brésil est un pays en deuil et un pays qui attend aussi de pied ferme l'actrice dont la réputation forgée par la presse n'est pas forcément des plus flatteuses. À cette époque, en plus d'être une superbe femme à qui rien ni personne ne résiste, Ava Gardner est surtout une actrice en vogue dont le dernier film est fortement inspiré de sa vie personnelle. Cigarette à la main et sourire aux lèvres, on la retrouve dans cet avion où elle a l'amabilité de répondre à un journaliste en compagnie de René, sa dame de compagnie, ainsi que David, son impresario, avec qui une véritable complicité s'est nouée. Mais voilà, entre l'accueil chaotique qu'elle va recevoir à l'aéroport par une foule en délire qui est à la limite de l'asphyxier et une chambre dans un hôtel qui ne lui convient pas, le séjour est loin de démarrer sous les meilleurs auspices. Ajoutez à cela un divorce qui traîne en longueur avec le crooner Frank Sinatra et les avances plus que pressantes du milliardaire Howard Hughes qui va débarquer à l'improviste durant son voyage, tout est fait pour mettre la comédienne dans les plus mauvaises dispositions qui soient. C'est donc à la fois une femme forte et fragile que l'on découvre, une femme qui essaye de masquer ses faiblesses, se sachant toujours traquée par la presse, une presse brésilienne qui sera d'ailleurs sans pitié avec la belle américaine. Au scénario de ce titre, nous retrouvons l'artiste espagnol Emilio Ruiz qui propose un récit captivant et très documenté qui nous entraîne véritablement dans l'intimité d'une des plus belles femmes de cette époque. Cette beauté est d'ailleurs parfaitement bien retranscrite par les crayons d'une Ana Miralles que l'on retrouve avec plaisir, elle qui sublimait déjà les corps féminins dans la série Jean. Avec sa chevelure brune ondulée et ce regard perçant qui séduit immédiatement le lecteur, Ava Gardner reprend vie le temps de cette lecture et force est de constater que cette bande dessinée est un véritable régal pour les yeux. Arrivé en librairie le 18 octobre dernier aux éditions d'Argo, Ava, sous-titré 48 heures dans la vie d'Ava Gardner, fait partie de ces albums que l'on feuillette de nouveau après l'avoir terminé, ne serait-ce que pour redonner vie à cette beauté éternelle. Avec Grand Petit Homme, c'est le retour en librairie de Zanzim, un auteur dont j'aime toujours autant découvrir le travail, lui qui avait signé le très bon Peau d'homme avec le regretté Hubert, titre que j'avais pris plaisir aussi à présenter. Avec Grand Petit Homme, il s'installe dans le registre tragicomique qui flirte avec le conte, nous entraînant alors dans le Paris des années 60 pour nous faire pénétrer dans un magasin de chaussures. C'est là qu'y travaille notre héros, un certain Stanislas Rétif, homme à la petite taille, puisque son mètre 57 fait qu'il est souvent bien inférieur aux femmes qu'il sert toute la journée. Il leur voue d'ailleurs une véritable passion, ou plutôt une passion qui le rapproche du fétichisme pour les jambes, les chevilles ou encore les pieds de ces femmes qu'il côtoie au magasin ou ces inconnus qu'il n'hésite pas à suivre parfois dans la rue.
Non, Stanislas n'est pas un énième détraqué qui s'en prendrait aux femmes, il les vénère trop, et il est surtout trop timide pour les approcher, c'est surtout qu'il est un véritable esthète pour sublimer celles-ci avec la bonne paire de chaussures qui leur siera à merveille. C'est d'ailleurs souvent depuis la réserve qu'il observe les jambes galbées des femmes qui essayent les chaussures qu'il propose, sa maladresse liée à sa timidité face à la jambe féminine l'ayant relégué dans cette partie du magasin par les 3 vendeuses. Mais alors qu'il rêve secrètement de devenir plus grand afin de gagner en assurance, c'est le contraire qui se produit et Stanislas finit par ne plus mesurer que 11 cm et c'est alors une nouvelle aventure qui s'ouvre pour lui. Mais c'est aussi en devenant petit que notre héros va se rendre compte que la grandeur peut parfois se cacher ailleurs, comme on le découvre dans cette histoire enlevée et passionnante à suivre, dont Zanzim signe à la fois le scénario et le dessin. Avec des couleurs vives et ce trait si identifiable qu'on lui connaît, il signe une histoire où son dessin virevoltant et gracieux donne du caractère et fait plonger le lecteur dans une époque que le vêtement ou l'environnement fait revivre sous nos yeux charmés. Grand petit homme est le genre de titre qui sait surprendre son lectorat, jouant avec les émotions et prenant le contre-pied de certaines idées reçues. Il nous offre une histoire aussi audacieuse que passionnante à lire. Édité chez Glénat dans la collection Millefeuille, Grand Petit Homme est arrivé en librairie le 6 novembre dernier, un titre qui est pour ma part un très gros coup de cœur, dont je vous recommande sans plus tarder la lecture. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, le 6e volume de la nouvelle intégrale consacrée à Lucky Luke, l'occasion de retrouver 3 histoires du cow-boy solitaire accompagnées des commentaires sur ces 3 titres. Avec la régularité d'un métronome, chaque fin d'année, à l'approche des fêtes de Noël, nous arrive en librairie un nouveau tome de cette intégrale que je retrouve toujours avec plaisir. Au sommaire de ce nouveau venu, à la couverture bleue, où Lucky Luke et les Dalton sont accompagnés par Rantanplan, 3 récits qui sont, en remontant le Mississippi, sur la piste des Dalton et à l'ombre des Derrick. C'est entre 1961 et 1962 que ces 3 récits, signés Maurice pour le dessin et René Goscinny pour le scénario, verront le jour publiés en épisodes dans Spirou avant de les voir débarquer en librairie dans une version album. Nous sommes d'ailleurs toujours à une époque où seul Maurice signe les histoires sur la couverture, Goscinny étant encore en délicatesse avec Dupuis à cette période, lui qui commence aussi à se faire un nom avec son Astérix. Ce sont 3 récits bien différents qui nous attendent ici, comme le souligne Bertrand Pisavy-Hiverneau, dans une introduction d'une 50aine de pages qui permettent de resituer le contexte de chacune de ces 3 histoires avec photos et documents à l'appui dans des textes riches d'enseignements. C'est à la Nouvelle-Orléans que nous entraîne, en remontant le Mississippi, un récit dans lequel notre héros va devoir s'assurer de la légalité d'une course de bateau à roues qui voit s'affronter Burroughs et Lowriver pour avoir l'exclusivité de transporter des passagers sur le Mississippi. Prenant fait et cause pour Burroughs, Lucky Luke va devoir passer cet épisode à éviter les coups tordus de son adversaire, qui veut être le premier à arriver à Minneapolis, dernière étape de cette course sans merci. C'est ensuite un classique de cette série que l'on retrouve, Lucky Luke sur la piste des Dalton, qui se sont évadés de prison, avec l'apparition du chien Rantanplan comme auxiliaire de justice. Loin d'être aidé par le toutou, Lucky Luke va voir là aussi les obstacles se mettre sur son chemin pour mettre hors d'état de nuire les 4 Dalton que l'on retrouve ici avec grand plaisir. Enfin, c'est par une ruée vers l'or noir que l'on termine cet ouvrage avec À l'ombre des Derrick, aventure qui propulse Lucky Luke, shérif d'une ville où jaillit le pétrole et rend fou toute la population. C'est un certain Barry Blunt qui va donner du fil à retordre à Lucky Luke en voulant mettre la main sur tous les gisements et en se déclarant le roi du pétrole dans cette région avant que ce soit dans tous les États-Unis. 3 histoires encore passionnantes regroupées dans cette nouvelle intégrale, des histoires qui valent autant pour la finesse du scénario de Goscinny que pour le trait dynamique et toujours aussi captivant d'un Maurice qui a fini de camper ses personnages. Ce sont les éditions Dupuis qui publient cette intégrale que je jugerai d'incontournable pour les amateurs de 9e art, un 6e album disponible en librairie depuis le 15 novembre dernier pour une collection dont j'attends toujours la suite avec une certaine impatience.
Ainsi se termine ce 188e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Le Cas David Zimmerman que signe le duo Lucas et Arthur Harari, un titre captivant que publient les éditions Sarbacane. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode. J'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 16 décembre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.